Alors nous allons repartir, chers téléspectateurs, vers l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, si l'on peut dire, c'est-à-dire celle de la Révolution française, qui a vu tous les troubles que nous savons, la guerre civile, la terreur, etc., et qui a complètement bouleversé pendant une dizaine d'années ce royaume de France, appelé à passer de l'ancien régime, ainsi dans des conditions très douloureuses, à la modernité. Et à propos de cette Révolution française, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un mythe qui a rencontré un grand succès. C'est le mythe des Compagnons de Jéhu. Les Compagnons de Jéhu, c'est un roman de Charles Nodier, c'est un roman surtout d'Alexandre Dumas, c'est pour ça qu'ils sont connus. Le grand historien de la petite histoire, Gosselin Le Nôtre, leur a consacré un livre, très critique d'ailleurs, très savant. Et puis surtout ils ont connu un succès télévisé inattendu quand dans les années 60 un feuilleton historique a tenu en haleine la France pendant plusieurs semaines à propos de leur histoire. Alors cette histoire des Compagnons de Jéhu, comment pourrait-on la présenter ou la résumer? Commençons par un épisode particulier. Le 17 mars 1800, dans la région lyonnaise, se produit l'attaque d'une malle-poste. 4 bandits masqués vont ligoter les voyageurs, récupérer les sommes d'argent qui étaient transportées par cette malle-poste, prendre aux voyageurs leurs espèces, leurs bijoux, et en tout une valeur tout de même de 26 000 francs, ce qui n'était pas rien. Bon, ils vont être arrêtés, ces lascars, ces bandits. Il y a parmi eux un ancien clerc de procureur reconverti dans la vente du plâtre, il y a un boulanger, il y a quelqu'un qui fait commerce de bois, il y a un tenancier de cabaret. Eh bien, Alexandre Dumas, ces gens-là, va les transformer en militants royalistes, en aristocrates vengeurs, bien décidés à régler des comptes avec la Révolution. Et ils vont être ainsi assimilés à ces compagnons de Jéhu dont on avait parlé durant cette période et sur lesquels nous allons nous arrêter aujourd'hui pour montrer surtout que dans toute cette histoire il n'y a pas grand-chose de vrai. L'idée d'un complot royaliste ou d'une société secrète d'aristocrates décidés à se venger des Jacobins qui avaient organisé la terreur dans la région lyonnaise au cours des années précédentes ne tient pas véritablement. On ne trouve pas trace d'un quelconque comité royal et les gentilshommes qui constituent les personnages du roman d'Alexandre Dumas, eh bien on les chercherait en vain. Les événements dont nous allons parler ne concernent pas du tout ce milieu particulier. Alors, tout commence en fait à Lyon avec la dictature de Chalier. Chalier, ça fait partie de ces personnages un peu louches produits par toutes les révolutions. Chalier, c'est un espèce de marat lyonnais, originaire du Piémont, et on va lui confier, la Convention parisienne va lui confier la direction de la commune de Lyon. Il y avait une commune de Lyon comme il y avait une commune de Paris, qui était à l'avant-garde du mouvement révolutionnaire, et ce Chalier, évidemment, va se rendre très vite très impopulaire sur les bords du Rhône et de la Saône, d'autant qu'il appelle de ses voeux une révolution rédemptrice qui passerait par l'élimination massive de tous ses adversaires. Alors, quand les Girondins tombent, au printemps de 1793, au début du mois de juin, on le sait, toute une partie de la province va se soulever, c'est ce qu'on va appeler l'insurrection fédéraliste, à Caen, à Bordeaux, à Lyon, à Toulon, dans différents endroits de France, et les Lyonnais, qui sont des gens a priori plutôt pacifiques et mesurés, vont profiter de la situation pour se débarrasser donc du sieur Chalier qui était devenu tout à fait insupportable. Alors cette insurrection de Lyon,
va être évidemment dénoncé, comme on l'imagine à Paris, par les leaders de la Convention montagnarde, et ils vont faire les choses en grand. Ils vont diriger vers Lyon tout un corps expéditionnaire de plus de 10 000 hommes, avec de l'artillerie, etc., avec mission de reprendre la ville à la contre-révolution. Alors, 45 jours de siège, hein, ça sera une affaire importante, et finalement, la ville est bombardée, la ville isolée est obligée finalement de cesser le combat, et le 9 octobre 1793, les représentants Couthon et Laporte vont pénétrer dans Lyon pour y engager d'ailleurs une politique de terreur contre ceux qui avaient osé se dresser contre la révolution parisienne. Le 16 octobre 93, c'est le fameux décret de la Convention, selon lequel la ville de Lyon sera détruite. Il sera élevé sur ses ruines une colonne avec cette inscription « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus ». Couthon, envoyé par la Convention, se dit pénétré d'admiration quand il reçoit les dites instructions, quand il prend connaissance de la décision donc de la Convention, du comité de salut public, mais Couthon, dans l'application, il se révèle un petit peu trop tiède. Alors il sera rappelé, mais avant de partir, il va quand même donner le premier coup de pioche, ou plus exactement le premier coup de marteau, sur le mur de l'hôtel Sibens, rue des Deux Maisons, qui était perçu comme un symbole de ce qu'était la contre-révolution. Et que dit-il à ce moment? Nous frappons de mort ces habitations du crime, dont la royale magnificence insulte à la mission, à la misère du peuple et à la simplicité des mœurs républicaines. Tout un programme. Toujours est-il que Couthon s'en va, mais le martyre de Lyon n'est pas terminé, car on envoie des durs sur place, en l'occurrence Fouché et Collot d'Herbois, qui réussiront d'ailleurs à se tirer d'affaire au moment de Thermidor l'année suivante, en chargeant Robespierre et ses proches. Alors ils arrivent à Lyon, d'abord qui va changer de nom, qui va devenir Commune affranchie. Et Fouché annonce la couleur, le sol qui fut rougi du sang des patriotes sera bouleversé, tout ce que le vice et le crime avaient élevé sera anéanti. Tout un programme. Et il invoque les mânes du malheureux Chalier. Chalier, tu n'es plus. Nous jurons devant ton image 3 fois sacrée de venger ton supplice. Le sang des aristocrates te servira d'encens. Voilà, encore une fois, un programme des plus inquiétants pour les Lyonnais. Et les actes suivent de peu les paroles. C'est le fameux épisode des fusillades de Lyon. On aura les noyades de Nantes avec Carrier. Eh bien, à Lyon, on va rassembler, on va entasser sur la place des Brotteaux des centaines d'accusés ou de suspects, et on va tirer dans le tas au canon d'abord, c'est pas si efficace que ça, et on va fusiller massivement les intéressés, et on a achevé certains quand cela s'avérait nécessaire. En tout, près de 2000 victimes de ces fusillades de Lyon, qui n'empêcheront pas Fouché notamment de faire la carrière que l'on sait ultérieurement. En tout cas, quand la terreur se termine avec Thermidor, au milieu de l'année 1794, Lyon est une ville fantôme. Lyon est complètement ruinée, la moitié des habitants ont fui la ville, et l'industrie de la soie, qui faisait la fortune de la cité du Rhône, est évidemment complètement sinistrée. Alors évidemment, tout cela ne va pas rester sans conséquences. En un mot, la terreur va changer de camp. Et il y a des gens qui, évidemment, sont avides de vengeance après le sort qui a été réservé à la ville. Et on va entamer une chasse aux dénonciateurs et aux complices des jacobins terroristes qui avaient sévi au cours des mois précédents. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'expression des compagnons de Jéhu. L'origine est un petit peu curieuse. On ne sait qui a eu
l'idée de baptiser ainsi les justiciers qui se sont autoproclamés à l'époque. J'ai eu il faut voir là une origine biblique. C'est dans l'Ancien Testament, c'est le 10e roi d'Israël qui s'en prend à Jézabel, fait exterminer ses enfants, fait exterminer ses sujets qui avaient adoré un faux dieu, Baal. Donc une référence à l'Ancien Testament qui apparemment un peu inattendue dans cette affaire. En tout cas, ça n'a pas grande importance parce que pour le vulgaire, pour le commun des mortels, on va évidemment penser que Jéhu, ça correspond à Jésus. Et on parlera à l'époque des compagnons de Jésus ou des Jésus pour désigner une association, une organisation qui s'est ainsi fixée comme mission, comme vocation de régler les comptes au lendemain de la terreur montagnarde. En fait, ce qui apparaît clairement aujourd'hui, et même c'est apparu assez tôt, le nôtre l'a déjà montré, il n'y a pas eu d'organisation à proprement parler, certainement pas de société secrète aristocratique, pas d'organisation militaire, pas d'action véritablement clandestine planifiée. On ne voit pas apparaître une quelconque agence royaliste ou comité royal qui aurait été suscité, dont la création aurait été suscitée depuis l'émigration pour mener une action spécifique dans cette région lyonnaise. Et il suffit de voir les affaires qui sont concernées pour bien s'en rendre compte. Le 19 décembre 1793, un Lyonnais, le liquoriste Davin, a été guillotiné. C'est un de ses voisins qui l'a dénoncé, ce qui lui a coûté la vie. Eh bien, le voisin, il va être tué par le fils de la victime, et le fils, c'est un hussard qui fait partie de l'armée républicaine, qui sert dans l'armée républicaine, et qui va aller régler son compte au dénonciateur. Un autre militaire, le canonnier de Beauce, va lui aussi tuer un dénonciateur jugé coupable ou complice de la mort de plusieurs victimes. Une dénonciatrice, ou identifiée comme telle, est jetée dans la Saône et noyée de cette manière. Le 25 mai 95, on a un spectacle tout à fait particulier. 13 hommes vont conduire à travers les rues de la ville la femme d'un charpentier, accusée elle aussi d'avoir dénoncé une victime de la terreur. Alors on l'amène finalement sur le pont de la Guillotière où elle est tuée d'un coup de pistolet dans la tête, et puis on jette son corps dans le Rhône. Alors il faut quand même rétablir l'ordre. Ces règlements de compte peuvent évidemment dégénérer, d'autant qu'ils sont interprétés à Paris comme le fait justement d'une opposition royaliste en quelque sorte requinquée. La Convention thermitorienne va envoyer sur place le représentant Gonchon qui va être chargé d'évaluer la menace, de prendre en compte la situation et de reprendre en main Lyon pour mettre un terme à ces actions tout à fait dispersées et anarchiques. Alors il évalue les compagnons de Jésus, dit-il, à environ 300 personnes et qu'il accuse d'être des royalistes. Il les identifie comme des royalistes, des muscadins comme on disait à l'époque, faisant partie de cette jeunesse dorée qui après Thermidor entendait elle aussi régler des comptes à Paris avec les jacobins terroristes. En fait, tout ça est tout à fait faux. C'est une erreur d'évaluation totale, pas forcément innocente d'ailleurs. La milice dont parle donc le représentant Gonchon est sans rapport avec l'aristocratie. En revanche, ce que l'on constate, c'est une accumulation de vengeance personnelle. On va s'en rendre compte quand la Convention décide de mettre sur pied un tribunal criminel dans le département du Rhône qui va se charger de poursuivre ceux qui se sont rendus coupables donc de cette justice pour le moins expéditive. Alors qui arrête-t-on? Un doreur, Astier, un danseur, Storkenfeld,
Seinfeld, un vinaigrier, Flandrin, un boucher, Ray, et on pourrait prolonger ainsi la liste si l'on se penche maintenant sur les chiffres. Sur 97 personnes arrêtées à Lyon, 6 aubergistes ou cabaretiers, 3 menuisiers ou charpentiers, 7 négociants, 2 commis de magasin, 2 vinaigriers, 6 bouchers, tripiers, 6 tailleurs, 2 boulangers, un maréchal ferrant, 2 gardiens de prison, et dans cette liste à la Prévert, où on trouve vraiment de tout, un seul noble, le comte de Laurencin, qui est un monsieur déjà âgé, qui est un monsieur malade et qui va même mourir en prison avant l'ouverture de son procès. On voit donc que le complot royaliste là ne correspond pas à grand-chose si l'on considère les acteurs concernés. À proximité de Lyon, il y a la petite ville de Tournon. Là aussi, on a des arrestations. 149 arrestations, mais au bout du compte, il n'y aura que 18 prévenus qui seront présentés devant un tribunal qui se réunira à Yssingeaux, dans le département de la Haute-Loire. Tout ça paraît bien mince, paraît bien maigre. Alors on ordonne depuis Paris de trouver davantage de suspects, de présumés coupables. Du coup, on va en rassembler 178, on va susciter des témoignages, plus de 800 témoignages. Ben, malgré tout cela, on ne trouve pas l'ombre d'un chouan ou d'un émigré ou d'un contre-révolutionnaire royaliste dans toute la liste qui est ainsi constituée. Nous sommes loin donc de la vision que nous ont donnée au XIXe siècle Charles Nodier ou Alexandre Dumas. Il faut d'ailleurs, et cela confirme cette impression générale, constater l'indulgence des cours chargés de juger les affaires en question. En tout et pour tout, 3 condamnations à mort. Oui, mais les condamnés à mort vont s'échapper dans les jours suivant leur condamnation avec une facilité déconcertante. Ils vont disparaître dans la nature et bien sûr, ils ne seront jamais exécutés. Tous les autres qui ont été inquiétés, qui ont été arrêtés, prévenus, tous les autres sont acquittés. Et puis, il y a un trait également qu'il est tout à fait important de mettre en lumière. C'est que, à l'issue de la séquence de la Révolution et de l'Empire, quand va survenir la Restauration, eh bien, vous avez une multitude de gens qui vont venir se présenter auprès des autorités, auprès des représentants de la monarchie restaurée, en faisant valoir les services qu'ils ont rendus pendant ce quart de siècle qui a vu la France complètement bouleversée, et bien sûr, ils attendent en récompense de ces services qu'on leur assure des places, qu'on leur garantisse des rentes, etc. En réalité, il est tout à fait frappant de voir que personne ne viendra se présenter comme étant l'un de ces compagnons de Jéhu ou de Jésus qui avait mené une action contre-révolutionnaire, favorable à la cause royaliste dans la région lyonnaise. Ce qui montre bien, ce qui confirme bien, évidemment, le peu de sérieux de toute cette histoire des compagnons de Jéhu. C'est un peu la preuve que la société secrète en question n'a jamais existé dans la forme romancée, imaginée ensuite au XIXe siècle. Alors attention, dans ces régions lyonnaises ou rhodaniennes, il y a eu cependant des actions contre-révolutionnaires, notamment dans le Vivarais, l'actuel Ardèche, dans le Gévaudan, l'actuel Lozère, notamment des maquis royalistes actifs dans le Gévaudan. Dès le début de la Révolution, même les rassemblements contre-révolutionnaires du camp de Jalès ont été des réalités, mais tout cela n'a guère à voir avec le mythe qui a été constitué autour des fameux compagnons de Jéhu. Tesla, vous connaissez bien sûr, tout le monde en parle, ces belles voitures électriques qui valent une fortune. Mais savez-vous qui est derrière ?
Qui a donné ce nom? Eh bien sûr, les scientifiques connaissent, c'est Nikola Tesla, qui a donné même son nom à une unité qui concerne l'induction électromagnétique, c'est-à-dire, pour faire rapide, qui mesure le champ magnétique des choses. Alors Nikola Tesla, eh bien c'est un génie, il n'y a pas d'autre mot. Et pourtant, il n'est pas aussi connu qu'il le mériterait. C'est toujours comme ça, on n'est pas récompensé quand on est trop en avance et qu'on a trop d'idées. Alors il naît en 1856 en Croatie, c'est actuellement encore la Croatie, mais dans une famille serbe, et bien sûr c'est un sujet de l'Empire austro-hongrois, 1856. Alors une famille modeste, son père est prêtre orthodoxe, intelligent, mais une famille pauvre, et sa maman est illettrée, elle ne sait même pas lire, mais elle connaît par cœur des poèmes serbes, et elle bercera l'enfance du petit Nicolas avec ses poèmes serbes. La maman meurt quand il a 10 ans, le père se retrouve à la tête d'une famille à nourrir, mais il sait d'emblée que le petit Nicolas, eh bien, c'est un enfant surdoué. Mais surdoué, il a d'abord une mémoire, une intelligence incroyable, mais surtout, il a une mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'il visualise tout de suite, absolument tout de suite, ce qu'il vient d'inventer. Il n'a même pas besoin de faire des croquis et tout ça, c'est une chance incroyable. Bref, c'est un petit génie, à tel point qu'il se fait remarquer dans son petit village de Smiljan et qu'il va obtenir une bourse à 19 ans, alors d'une administration qui va disparaître peu de temps après, qui est l'administration des confins militaires de l'Empire. Ça fait un peu Star Wars, mais voilà. En tout cas, il a une bourse, il peut rentrer à l'école polytechnique de Graz, en Autriche, et là, il sent qu'il n'a pas de temps à perdre. Donc il va faire en 1 an, il va apprendre 2 ans du programme. Et tant mieux, parce qu'au bout d'1 an, eh bien, l'administration des confins militaires de l'Empire va fermer, tout simplement, il se retrouve sans bourse. Donc son père essaye, en lui donnant un tout petit peu d'argent, puis il doit faire des petits boulots à côté, de le faire rentrer à l'université Charles de Prague. Là aussi, très vite, plus d'argent. Mais ça y est, il a en moins de 2 ans, il a un niveau incroyable et il est nommé ingénieur à Budapest, à l'Office central du téléphone. Et là, il commence à réfléchir beaucoup à l'électricité. Il va être formidable dans cet office central du téléphone, et en quelques mois, il va passer d'électricien en chef à ingénieur en chef. Et puis, il a déjà l'idée de ce qui sera sa grande découverte, qui est le courant alternatif. Alors, il sent que Budapest est trop petit pour lui, il va à Paris, et là, il entre dans l'équipe de Thomas Edison. Le patron français de la société Thomas Edison flaire tout de suite que ce petit Serbe est un génie et l'envoie à New York, à la maison mère, chez Thomas Edison. Alors là, ça se gâte, parce que Thomas Edison, eh ben, il n'est pas si sympa que ça. Il n'est même pas sympa du tout. Il a un ego surdimensionné, et c'était ce petit jeune homme plein de certitude, plein d'arrogance, parce qu'il sait qu'il a raison, et d'ailleurs il a raison, eh bien ça va profondément lui porter sur les nerfs. Donc ça sera une guerre au couteau entre Edison et Tesla. Edison, eh bien lui, il est déjà bien installé, et il a installé l'électricité dans tout New York, mais courant continu. Ce qui fait plein d'ennuis, plein de pannes, de coupures, il faut des relais très réguliers, et puis surtout, on ne peut pas adapter le courant aux besoins. C'est-à-dire que ce soit pour une lampe de chevet ou une usine, ça sera le même courant. Donc il faut diversifier, bref, ça ne marche pas. Et Nikola Tesla dit, j'ai la solution, c'est le courant alternatif. Edison se fiche de lui en lui disant eh ben, mon jeune ami, je vous promets 50 000 $ si vous arrivez à faire marcher ce truc-là. Pari tenu, Nikola Tesla y arrive en 18 mois et dit eh, mais 50 000 $. Et Edison dit ah non, mais c'était de l'humour américain, vous n'avez pas compris. Mais je suis gentil quand même, vous êtes payé 10 $ par semaine, je vous augmente à 18. Alors là, Nikola Tesla dit non, faut pas exagérer quand même, là vous vous fichez de ma figure, et il le quitte, ça se passe très très mal. Et il fonde sa propre société, il trouve quelques financiers, mais il est sans malice, Tesla, c'est pas du tout un homme d'affaires, il protège pas ses brevets, ça fait faillite très vite, il perd même ses brevets, il n'a plus rien,
et il est obligé de devenir terrassier dans les rues de New York, ce qui est quand même du gâchis quand on sait le génie que c'est. Bon, et puis il va avoir quand même une chance sur des nouveaux associés et un type formidable qui s'appelle George Westinghouse. Et George Westinghouse, c'est un ingénieur, surtout c'est un entrepreneur, il a la tête sur les épaules, et lui, il veut arriver à installer l'électricité dans tous les États-Unis. Et il comprend que Tesla, c'est l'avenir. Et le courant alternatif, c'est l'avenir. Donc commence ce qu'on a appelé la guerre des courants. Et Edison, teigneux comme c'est pas permis, fait du lobbying partout en disant le courant alternatif, c'est la mort. Et le courant continu, c'est la vie. Et pour démontrer ça, ce sale type va tuer toute une série d'animaux, dont un éléphant, dont des chiens, des tas de chats, en public, pour montrer que le courant alternatif, ça tue. Alors, résultat pas atteint, parce que l'administration se dit mais c'est génial ça, si ça tue on va pouvoir électrocuter les condamnés à mort au lieu de les pendre, ça sera mieux. Et il travaille, alors Westinghouse n'est pas très content de cette publicité, mais c'est ce qui va se passer. Et le premier exécuté par l'électricité, c'est un certain William Kemmler. Alors c'est un abruti total, je suis contre la peine de mort, mais vraiment il a découpé à la hache sa petite amie qui s'appelait Tilly Zilger, mais il est complètement saoul, il doit avoir le QI d'une huître et encore, et il comprend rien à ce qui lui arrive, il est condamné à mort, et on lui dit mon ami, vous avez de la chance, vous allez être le premier à être électrocuté. Ouais, quelle chance. Sauf que, alors il s'intéresse beaucoup, il demande au bourreau, vous êtes sûr, ça va bien marcher, vous voulez pas que je me mette un peu plus comme ça, enfin bon, surréaliste. Et puis ça se passe très mal parce que c'est la première fois et qu'on sait pas régler ça, et c'est un peu un carnage, c'est-à-dire que les cheveux prennent feu, au bout de 8 minutes il est toujours pas mort, enfin pas terrible. Mais l'administration dit non, tout va bien, c'est une question de réglage, on continue, et jusqu'à nos jours il continue. Donc première électrocution, et Edison veut absolument qu'on appelle ça être Westinghousé, et ben non, ça sera électrocuté. Donc il a perdu Edison là-dessus. Et Tesla peut donner sa pleine mesure avec Westinghouse, sauf que Westinghouse au bout d'un moment lui dit je n'ai plus l'argent, donc je vous donne $216 000, vous continuez vos recherches, mais moi je reprends les brevets. Et l'idée il me reste trop peu de temps pour vous expliquer toutes les inventions de Tesla, mais sa grande création et sa grande idée, c'est que l'énergie, elle est dans l'air, elle est partout dans l'air, et son idée, c'était de donner l'électricité gratuitement au monde entier, parce qu'il y avait ceux qui avaient de l'argent qui pouvaient avoir l'électricité, et puis l'immense majorité des gens, y compris au fin fond de la Russie ou n'importe où, qui n'avaient pas l'électricité. Et il disait, il faut que ça soit gratuit. Il écrivait, si l'énergie de l'univers est cinétique, et elle l'est, les hommes réussiront à connecter leurs machines aux rouages de la nature. Alors il va construire une tour géante. La tour fait 57 mètres, mais elle descend jusqu'à 30 mètres, jusqu'aux nappes phréatiques, et c'est une sorte d'antenne géante. Et avec ça, alors il est tout près de la solution, mais il ne va pas la trouver complètement, mais il arrive à allumer à plusieurs centaines de mètres des ampoules qui ne sont pas reliées par des fils. Il fait passer l'énergie comme ça. Et c'est extraordinaire. Cette tour coûte une fortune, il a des associés. Ça coûte environ 5 millions de dollars actuels, et il veut cette électricité gratuite pour tout le monde. C'est évidemment, il va s'opposer au lobby. Il va inventer ce qui va être le radar un peu plus tard, et vous savez, sur des gens comme ça, on leur prête beaucoup. Il travaillait sur le rayon de la mort, c'est-à-dire pouvoir descendre des avions à 10 000 mètres de là. On dit qu'il a vendu ou donné, parce que c'était pas un homme d'argent, son brevet aux Russes, parce que les Américains n'étaient pas intéressés. En tout cas, pour faire rapide, inconnu de tous, il va mourir à 87 ans quand même, dans une chambre d'hôtel de New York. Son seul bonheur, c'était de nourrir des pigeons. Et il a même écrit d'une pigeonne « Je l'aime comme un homme aime sa femme ».
mais bon, c'est un peu un autiste, hein, il meurt seul. Son neveu a récupéré pour la Serbie son urne funéraire et surtout tous ses papiers, parce que pendant des années dans sa chambre d'hôtel, il a accumulé les papiers. Et ça, c'est au musée maintenant à Belgrade. Alors si vous y allez, eh ben, ayez une pensée pour ce jeune Serbe qui a donné toute sa vie à la science et qui a été mal récompensé. Bravo Nikola Tesla. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour notre entretien Frédéric Lemoal. Frédéric Lemoal qui est déjà venu nous présenter il y a quelques mois sa biographie du roi d'Italie Victor Emmanuel III, paru chez Perrin, qui auparavant nous avait donné avec Max Schiavon une histoire de la campagne des Alpes de 1940 et qui s'est intéressé aussi au domaine balkanique puisqu'il nous avait donné aux éditions Soteka une histoire de la Yougoslavie dans la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, il est parmi nous parce qu'il a publié il y a quelques mois déjà, aux éditions Perrin, toujours, Les divisions du pape, ouvrage dans lequel il nous présente ce qu'a été la politique du Vatican face aux différents régimes dictatoriaux auxquels il a pu avoir affaire au cours du siècle écoulé. Hein. Si j'en crois le sous-titre, nous commençons en 1917, hein, date bien entendu de la Révolution russe, hein, et puis nous allons jusqu'en 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Hein, donc une longue séquence du XXe siècle, au cours de laquelle l'Église catholique a été confrontée, bien sûr, à des défis tout à fait inattendus, avec cette révolution bolchevique qui va jeter son ombre sur toute la période, avec les réactions qui sont intervenues face à ce danger, face à ce défi, le national-socialisme hitlérien en Allemagne, le fascisme italien, le franquisme en Espagne par exemple. Bien, nous allons essayer de démêler un peu les fils de toute cette histoire complexe, sachant que, comme le disait Staline, et c'est la formule que vous reprenez dans le titre de votre ouvrage, évidemment, le pape, il ne dispose pas de beaucoup de divisions pour faire la guerre. Cela dit, il a quand même des moyens d'intervention, hein, il dispose d'un réseau diplomatique, il dispose du relais d'une église catholique, de son clergé, de ses fidèles, et tout cela peut peser, évidemment, d'un certain poids. Ce n'est pas négligeable, et les régimes totalitaires en question que vous évoquez ont pu l'apprendre d'une certaine manière à leurs dépens. Hein. Et puis en plus, c'est un débat et un sujet tout à fait passionnant, sachant les présentations quelque peu biaisées et malveillantes qui ont été faites à divers moments, concernant notamment, évidemment, le rôle de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le pape Frédéric Lemoal, il commence le siècle dans des conditions bien difficiles, hein, car le pape Pie X, le pape Sarto, qui est au Vatican à la veille de la guerre de 1914, il a eu affaire avec une France devenue républicaine et anti-cléricale. Les grandes puissances du moment, l'Angleterre, l'Allemagne, sont aux mains de dynasties protestantes. On a le sentiment à ce moment que, si l'on accepte la monarchie austro-hongroise, la papauté n'a plus tellement de capacité d'influence majeure au niveau des grandes puissances. Et cela semble se vérifier pendant la guerre de 1914, quand le malheureux Benoît XV, qui a succédé à Pie X, va faire ses propositions de paix
ça ne rencontre pratiquement aucun écho. En France, il est surnommé l'embauché, et même l'Église de France ne le suit pas dans ses appels à la paix. Elle est totalement acquise à la cause patriotique de la guerre qui a commencé en 1914. Alors, après Benoît XV, on va avoir une personnalité forte sur le trône de Saint-Pierre, c'est Pie XI, et qui va donc l'occuper de 1922 jusqu'à 1939. À ce moment-là, c'est Pie XII qui lui succède. Donc c'est le pape de l'entre-deux-guerres. Une entre-deux-guerres qui vient bouleverser un petit peu le paysage politique, géopolitique. Il y a un premier cas qui peut nous intéresser, c'est le cas du fascisme italien, donc qui est un régime autoritaire, et puis qui est aux mains d'un personnage, Mussolini, qui a un passé derrière lui, de militant socialiste révolutionnaire, farouchement anticlérical en son temps. Alors comment est-ce que les choses vont se passer, puisqu'on va quand même arriver à un compromis, à une entente avec les fameux accords du Latran de 1929. Alors, je vous reprendrai sur l'aspect, vous avez dit, un régime autoritaire. Bien sûr, c'est un régime autoritaire, l'Italie fasciste, mais c'est aussi un État totalitaire, en tout cas qui a vocation à être totalitaire. Le fascisme est une idéologie totalitaire. C'est-à-dire que le fascisme, comme ses comparses national-socialistes et communistes, vise à créer un homme nouveau et à prendre une sorte de contrôle total de l'individu, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée, avec un homme nouveau fondé sur une idéologie tout à fait spécifique. On est là dans la définition basique du totalitarisme. Et toute idéologie totalitaire ne peut qu'entrer en confrontation avec l'Église catholique, car l'idéologie totalitaire veut en fait prendre l'esprit chrétien du fidèle pour le remodeler, et notamment sur le grand domaine de l'éducation. Donc effectivement, en théorie, il y a là un terrain favorable à une confrontation. Vous avez parlé tout à fait de l'anticléricalisme de Mussolini. Il a été un socialiste virulent, dans les courants les plus virulents du socialisme italien. Ça a été toute sa vie un anticlérical convaincu, il déteste l'Église, il déteste le christianisme. Lorsqu'il parle des prêtres, il emploie l'expression punaise, etc. Donc le conflit est pratiquement inévitable. Après, il y a un point de convergence, c'est que l'Italie fasciste remet l'Italie en ordre, en éloigne la menace bolchevique, et ça c'est un point extrêmement important pour le pape Pie XI, qui a été pendant tout son pontificat obsédé par la menace communiste, qui à l'époque, vous l'avez dit, c'est le pape de l'entre-deux-guerres, qui est une menace planétaire et une menace radicale sur les structures de l'Église et du christianisme. Donc il y a là ce point de convergence, d'autant plus que la papauté, et c'est lié à l'affaiblissement dont vous parliez au début de notre entretien, la papauté est très affaiblie parce qu'elle a perdu son État. Oui. En 1870, l'unité italienne s'est achevée par l'annexion de la ville de Rome et la disparition du pouvoir temporel du pape. Et donc peu de sympathie pour la monarchie parlementaire italienne des Savoies. Aucune sympathie, le combat est très dur entre l'État italien et la papauté. L'État italien qui fait preuve d'un laïcisme extrêmement agressif. Vous parliez de Victor Emmanuel III tout à l'heure. Il est l'incarnation de l'anticléricalisme viscéral de la maison du parti de la Maison de Savoie et de l'État italien. Donc la confrontation est là, et Mussolini va être effectivement celui qui va restaurer les relations entre la papauté et l'État italien, parce qu'en fait il a compris très vite, parce que c'est un homme extrêmement pragmatique, comme souvent ses comparses, c'est ce mélange d'idéologie très forte et de pragmatisme. Il a très bien compris qu'il ne pouvait pas gouverner l'Italie sans l'appui de l'Église catholique, et donc
très vite, il a cherché à donner des gages à l'Église en atténuant le laïcisme dont je parlais, l'anticléricalisme de l'État, notamment dans les écoles. Et tout ça a créé un terrain favorable à une entente qui débouche sur les fameux accords de Latran de 1929. Deux composantes dans ces accords, la restauration d'un État, c'est la cité du Vatican que nous connaissons, c'est-à-dire que l'Église catholique la retrouve une indépendance, un État qui lui permet de mener une politique indépendante vis-à-vis des autres États, et puis un concordat qui accorde un certain nombre d'avantages à l'Église catholique et au catholicisme en Italie, tout en assurant l'apolitisme du clergé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement, en fait, le conflit revient immédiatement après la signature de ces accords, tout simplement parce qu'il y a dans le fascisme une dynamique anticléricale qui rend difficile la coexistence avec l'Église. Les fascistes les plus durs, les fascistes, ce qu'on appelle les fascistes révolutionnaires les plus à gauche, sont vent debout contre les accords du Latran. Oui. Et Mussolini les rassure au moment même du processus de ratification de ces accords, notamment sur le problème de l'éducation, en disant que l'éducation relève de l'État. Et là, la confrontation évidemment avec l'Église, avec la mission éducative de l'Église est nette. Donc le conflit rebondit à ce moment-là et il débouche en 1931 sur la rédaction d'une encyclique en italien, donc directement adressée à l'Église italienne, qui s'appelle Non abbiamo bisogno, qui est une condamnation de l'idéologie fasciste, de l'hypernationalisme du fascisme, de cette volonté de prendre le contrôle de la jeunesse. Un modus vivendi est alors établi entre Mussolini et Pie XI, et à partir de 1931 jusqu'en 1938, eh bien, les relations sont tout à fait correctes. Mussolini ne viole pas le concordat, contrairement à ce que fera Hitler. Il mène une politique de défense des valeurs traditionnelles, pas du tout pour faire plaisir à l'Église, mais l'Église, effectivement, y trouve son compte. Et le conflit, eh bien, rebondit en 1938, au moment de l'alliance avec le Troisième Reich, que l'Église condamne, aussi bien d'un point de vue idéologique que d'un point de vue diplomatique. C'est accompagné de lois antisémites qui poussent l'État à entrer en fait dans la vie privée des Italiens. C'est l'État qui décide qui peut se marier, qui ne peut pas se marier. Là, l'Église considère que ce n'est pas possible. Et l'année 1938 est vraiment l'année de la rupture entre les deux pouvoirs. Tout cela va être aggravé par l'approfondissement de l'alliance avec Hitler, la participation de l'Italie fasciste à la Seconde Guerre mondiale, et en fait en 1943, lorsque le régime tombe une première fois, eh bien c'est dans la différence de l'Église, et de nouveau avec la RSI, il n'y aura pas de soutien de l'Église. Voilà, et l'Église va soutenir Badoglio et puis la monarchie de Savoie après le coup d'État qui renverse Mussolini. Disons que voilà, la papauté n'a pas été associée ni de près ni de loin au renversement du Mussolini, qui était une affaire interne au fascisme, plus le complot du roi, mais ils l'ont vu avec satisfaction. Ça c'est certain. Et lorsque Mussolini est libéré par les Allemands qui l'installent sur la tête de la RSI, la République sociale italienne, qui est un État fantoche au nord de l'Italie, l'État n'est pas reconnu par la papauté et il ne reçoit pas du tout le soutien ni de la papauté ni de l'Église. Alors ça c'est pour ce qui concerne Mussolini, le fascisme italien. Il y a bien sûr la question du communisme qui représente un danger mortel pour l'Église catholique. Et dès le départ, Pie XI est dans la condamnation de ce qui se passe en Russie. Alors bien sûr, idéologiquement, doctrinalement, bien évidemment, il est dans la condamnation. Mais la position de Pie XI est très complexe vis-à-vis du communisme. À l'époque de Benoît XV, la chute du tsarisme n'est pas vue d'une manière négative, je dirais même positive, puisque l'Église catholique n'a eu qu'à se plaindre du tsarisme qui défendait l'orthodoxie. Donc la chute du régime et l'établissement d'une république très libérale a ouvert des perspectives de conversion, des perspectives qui ont énormément motivé la politique de Benoît XV et de son successeur Pie XI. Ils ont vraiment cru à cette conversion possible de la Russie. Bien sûr, ils connaissent la violence du régime, la violence éradicatrice du régime dans ses premières années, mais ça n'a pas empêché Pie XI de vouloir signer un concordat
avec le pouvoir avec la Russie bolchevique, tout à fait. Ah ouais. Dans les années 20, il y a eu des négociations très sérieuses, très secrètes, qui ont été menées à Berlin par le nonce à Berlin, qui est Monseigneur Pacelli, le futur Pie XI. Pie XII, excusez-moi, le futur Pie XII. Alors, négociations qui n'ont pas abouti, parce que, évidemment, les exigences des communistes étaient absolument inacceptables pour l'Église. Mais Pie XI était tout à fait prêt à signer un concordat. Pourquoi ? Justement parce qu'il a conscience de la dangerosité de ce régime. Et cette problématique est exactement la même pour le fascisme et pour le nazisme, avec lequel aussi un concordat a été signé. Plus le régime est dangereux, plus la papauté veut signer un concordat, parce qu'un concordat, c'est un instrument juridique dont on espère qu'il servira à protéger les catholiques, l'Église nationale et toutes les structures associatives, de presse, etc., qui vivent et qui sont menacé par l'État totalitaire qui ne peut pas accepter des structures autonomes. Donc vraiment, Pie XI, s'il l'avait pu, aurait signé. D'ailleurs, ça lui est jamais reproché, curieusement, de vouloir signer avec le pouvoir communiste. Et puis, avec l'arrivée de Staline au pouvoir, évidemment, on a là un totalitarisme de haute intensité. Où les répressions sont extrêmement brutales, et une menace, ne pas oublier, qui est planétaire. Là où le nazisme menace l'Église en Allemagne, le communisme exerce une menace planétaire. On a évidemment l'URSS, on a évidemment l'Espagne, on a le Mexique, et là, à partir de la fin des années 20 au début des années 30, l'Église, sous la direction de Pie XI, entre dans une confrontation, dans une guerre très forte, une sorte de combat spirituel contre le communisme qui durera en fait à peu près jusqu'à la détente des années 60 avec Jean XXIII. Et alors, cette lutte contre le communisme, elle va prendre donc d'autres formes à partir des années 60, justement, à travers la personnalité d'un Jean-Paul II. Alors, là, en effet, on a eu une sorte de cycle dans les relations que la papauté a entretenues avec le communisme. Pie XI, début, je l'ai dit, volonté de s'entendre. On rentre dans la confrontation. Le pontificat de Pie XII, globalement, c'est la confrontation. Avec Jean XXIII, c'est la période de la détente. Jean XXIII est un homme qui est absolument anticommuniste, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, mais il croit aux vertus du dialogue. Mais c'est la période, effectivement, de la détente, de la coexistence pacifique, après l'affaire de Cuba, notamment. Exactement. Il croit vraiment à cette vertu du dialogue, et il a notamment reçu la fille de Khrouchtchev et son mari, le gendre de Khrouchtchev, au Vatican, ce qui à l'époque a quand même suscité quelques remous. Et puis on a la période Paul VI, qui est vraiment celle qu'on appelle de l'ost politique, où il y a eu de la part de la papauté, du Saint-Siège, une volonté d'amorcer un dialogue avec les régimes communistes de l'Est, en grande partie pour sauver les structures. La problématique est un peu la même qu'avec le nazisme. On condamne la volonté de Pie XII et de Pie XI de s'entendre, de discuter en tout cas avec le Troisième Reich, et puis on ne le fait pas avec les régimes communistes ou vice-versa. Non, la dynamique, la démarche est absolument la même. Mais c'est vrai qu'avec Paul VI, on va quand même très loin dans le dialogue et en fait dans l'instrumentalisation que l'URSS a opérée de la politique vaticane. Avec Jean-Paul II, on ne revient pas à la période Pie XII, qui est celle de la confrontation. On n'est pas dans celle de Paul VI, qui est celle du dialogue. C'est une sorte de dialogue musclé avec Jean-Paul II, parce qu'il vient de l'Est, il connaît très bien la réalité de ces régimes, contrairement à une curie qui était encore très italienne et qui ne comprenait pas tout à fait le système soviétique, une curie qui pensait que ça allait encore durer des décennies et des décennies, alors que Jean-Paul II, même s'il n'a pas imaginé une chute rapide de ce système, en percevait quand même les failles, les fragilités, il les avait vues de l'intérieur. Et il savait qu'avec ces régimes, certes, il fallait toujours maintenir le dialogue,
mais un dialogue musclé qui ne céderait jamais sur l'essentiel. Et on s'en aperçoit avec les voyages qu'il a fait dans sa bien-aimée Pologne, dès 1979, un an après son élection. Il fait son premier voyage, où là, eh bien, on trouve les fameuses divisions du pape dont se gaussait Staline. Ce sont les milliers de Polonais qui sont venus acclamer le pape et aussi un peu leur pape. Et l'année suivante, c'est le déclenchement du phénomène solidarité. Bien sûr, qui a évidemment bénéficié d'un soutien. Dans cette dynamique-là, bien sûr, évidemment. Un soutien de Jean-Paul II qui a été essentiel. Et c'est à ce moment-là aussi que se noue, je ne dirais pas une alliance, le terme sera impropre, mais en tout cas, il y a une entente et une convergence très forte avec les États-Unis, puisque en 1980, c'est l'élection de Ronald Reagan, qui est un homme qui croit que la foi peut et doit agir dans les relations internationales et que ça peut être un élément de dissolution du système soviétique. C'est la raison pour laquelle il va apporter aussi bien son soutien aux prêtres polonais qu'aux talibans en Afghanistan. Évidemment, ça n'a pas eu les mêmes conséquences, si vous voulez, dans le monde. Mais il n'est pas catholique, mais il vient d'une famille d'origine irlandaise et il a une vraie admiration pour Jean-Paul II et la CIA à ce moment-là va apporter des informations, de l'argent à Solidarnosc qui va transiter par la papauté. Donc il y a eu effectivement un alignement des planètes à ce moment-là qui a joué au bénéfice de l'Église. Alors il faut revenir aussi sur l'autre grand phénomène totalitaire du XXe siècle qu'on a simplement évoqué jusque-là, qui est le national-socialisme hitlérien. Hitler d'origine, c'est un catholique d'origine. Oui, comme la plupart des dirigeants nazis. Il est autrichien, en fait. Il va lui aussi faire preuve de pragmatisme, puisqu'en 1933, il va y avoir le Concordat qui va de pair avec la dissolution du Centrum catholique, qui était le grand parti catholique au sein de l'Allemagne de Weimar, et Concordat qui peut faire illusion parce qu'il va donner à l'Église catholique des avantages et un statut qu'elle n'avait pas sous la République de Weimar, qui était une république où la séparation de l'Église et de l'État était tout à fait comparable à celle qui avait été établie en France. Alors, quelles ont été les étapes de la rupture progressive entre le régime qui cherchait l'appui ainsi de l'Église dans sa première année, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'il s'installe? Alors, il faut bien se rendre compte qu'il y a chez Hitler une différence entre les propos publics et les propos privés. Publiquement, il n'a jamais attaqué les églises, ni protestantes, ni catholiques, bien au contraire. Ses propos privés, par contre, c'est une toute autre teneur, puisque les propos qu'il tient sont absolument indubitables. Il faudra que les églises disparaissent. Il y a une haine du christianisme, une haine de Dieu qui est extrêmement forte dans le national-socialisme. Il fait écho à Rosenberg. Tout à fait. Alors il en est l'exemple. Tout à fait. Il en est l'exemple type. Et en fait, la papauté, sous la grande influence d'ailleurs de Monseigneur Pacelli, futur Pie XII, qui a vu la montée du nazisme qui avait été nonce en Allemagne à l'époque de la révolution spartakiste à Munich. Il a vu aussi bien le communisme que le nazisme de près. Et la papauté et l'Église ont très bien vu la vraie nature du national-socialisme, et qui est en fait une sorte de néopaganisme qui vise à la destruction, l'éradication du communisme, du christianisme, pardon. Alors là aussi, il faut faire avec l'Église, évidemment. Une partie de l'Allemagne est catholique. C'est d'ailleurs la partie la plus anti-nazie. Lorsqu'on voit les élections de 1932, qui sont les dernières véritablement libres, on voit très bien que ce sont les régions catholiques qui sont les plus hostiles. En Rhénanie, notamment. Tout à fait. En Rhénanie catholique. Tout à fait. Donc il faut faire avec. Et là aussi, eh bien, Hitler va mener vraiment une politique très, très, très prudente. Et dans un premier temps, il obtient donc la signature du Concordat de juillet 1933, que Pie XI veut également signer, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est la dangerosité du régime. Donc c'est un véritable succès, dès juillet 1933, d'obtenir une reconnaissance en quelque sorte diplomatique pour le régime hitlérien. C'est un vrai succès. Mais là aussi, en fait, comme pour l'Italie, très très vite les relations vont se dégrader, sauf qu'elles ne retrouveront jamais
une période pacifique, tout simplement parce que contrairement à Mussolini, Hitler viole le Concordat. Très très vite, il fait fermer des structures catholiques, notamment de jeunesse, il s'attaque à la presse catholique, et donc la curie envoie des notes de protestation. D'ailleurs, Monseigneur Pacelli n'avait aucune illusion, hein, lui qui a été l'architecte des négociations, il savait très très bien ce qui allait arriver, donc c'est pas du tout une surprise. Et on arrive à la fin des années 30 où là véritablement les relations sont extrêmement dégradées, à tel point que lorsque Hitler vient à Rome en visite officielle auprès de Mussolini, le pape aurait été prêt à le recevoir à condition qu'il y ait une dénonciation de la politique anticatholique en Allemagne, ce que Hitler a refusé de faire. Donc le pape a plié bagage. Il a dit que la croix qui flottait sur Rome n'était pas celle du Christ. Il a fait fermer les musées pontificaux pour pas que les délégations allemandes puissent les visiter. Et il est allé dans sa résidence de Castel Gandolfo. Donc là, on a vraiment un acte très, très fort. Et quand on lit les documents diplomatiques, on s'appelsoit vraiment qu'il y a chez Pie XI une hostilité vis-à-vis d'Hitler qui est extrêmement forte. Pie XII. Chez Pie XI. Ah, c'est Pie XI. Pie XI. En 38, une hostilité très très forte vis-à-vis d'Hitler. Et évidemment, le conflit a rebondi en 1937 avec la rédaction de la fameuse encyclique Milbranner Sorge, qui est une condamnation, bien que le mot soit jamais utilisé, du national-socialisme, condamnation du racisme, de l'antisémitisme, de l'idolâtrie de la race, de l'idolâtrie du sang. Encore aujourd'hui, certains trouvent que c'est pas suffisant, alors qu'à l'époque, les nazis ont très très bien reçu le message. Et ça a d'ailleurs entraîné des persécutions supplémentaires, ce qui va un peu, je pense, jouer dans l'esprit de Monseigneur Pacelli quand il succède en 1939 à Pie XI et qu'il devient le pape Pie XII. Voilà, les condamnations en réalité conduisent souvent à un approfondissement des persécutions. Surtout dans le contexte de la guerre qui a commencé en 1939. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps pour avancer davantage dans cette histoire. Je vous renvoie notamment à ce que vous écrivez concernant Pie XII. Je vous renvoie à l'ouvrage donc de Frédéric Lemoal, Les divisions du pape, qui évoque donc les relations entre le Vatican et les régimes dictatoriaux, totalitaires, entre 1917 et 1989. Merci Frédéric Lemoal. Merci à vous.